Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver. Bon, vous l'avez vu, la vidéo elle est courte, elle fait moins de 10 minutes, je me suis promis de faire vite pour une fois parce que finalement le sujet se prête pas non plus à une analyse trop longue. J'aimerais vous parler d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle Notre Père à tous, que voici. Alors, je vais entièrement spoiler ce documentaire dans cet épisode du début à la fin. Donc si jamais vous souhaitez le voir par vous-même, il dure 1 h 30, il est pas mal du tout. Mais je vais quasiment tout raconter. Donc si je devais faire le speech comme ça, de façon très rapide, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Jacoba Ballard, qui fait un test ADN, qui se fait offrir ça, et qui s'aperçoit qu'elle a 7 frères et sœurs, 7 demi-frères et demi-sœurs. Et elle est particulièrement surprise de ça, elle ne s'attendait pas à un résultat pareil. Et donc elle décide d'enquêter là-dessus, et vous imaginez, comme c'est un documentaire sur Netflix, qu'il va se passer énormément de choses, qu'il y a beaucoup de rebondissements et que c'est particulièrement glauque. Voilà. À partir de la façon dont je viens de vous raconter le documentaire, si vous avez envie d'aller le voir avant de regarder l'épisode, allez le voir et puis vous revenez. Mettez la vidéo sur pause et puis vous repasserez après. Pour les autres qui l'ont déjà vu ou pour qui c'est pas important d'être spoilé, on reprend. Donc je vais simplement résumer un tout petit peu le film. Donc le film, c'est cette femme là qui s'appelle donc Jacoba Ballard, comme je viens de l'expliquer. Elle réalise qu'elle a 7 frères et sœurs. Elle décide d'enquêter. Elle se dit c'est pas normal, je ne devrais pas en avoir autant. Elle s'aperçoit durant son enquête que ses parents ont eu affaire à une clinique de fertilité dans l'Indiana, dirigée par un homme qui s'appelle le Dr Klein. Et elle commence à réaliser que dans cette clinique-là, il y a eu énormément de personnes dans l'entourage proche de ses parents qui ont eu affaire à lui. Donc toutes les personnes dans les grandes villes de l'Indiana, autour de là où elle habite, qui avaient des problèmes de fertilité, sont allées le rencontrer. Et petit à petit, plus le temps passe, et plus l'application sur laquelle elle répertorie les tests ADN lui apprend qu'elle a de plus en plus de demi-frères et de demi-sœurs. Et donc, elle commence à réaliser que potentiellement, en fait, le Dr Klein pourrait être le père biologique de la totalité de ces enfants-là, et avoir inséminé les femmes qui étaient venues à sa clinique pour des problèmes d'infertilité à leur dépens, avec son propre sperme, alors que le protocole de la clinique annonçait clairement que le sperme utilisé n'était que du sperme d'étudiants en faculté de médecine. Ça faisait beaucoup comme ça dans les années 80 parce que c'était un phénomène qui n'était connu que par eux, qu'ils n'utilisaient soi-disant que 3 fois le même donneur, etc. Bon, on va la faire courte. À l'issue de la fin du documentaire, la réalisatrice qui s'appelle Lucie Jourdain, je pense, Lucie Jourdan, je crois, hein. Lucie Jourdan, voilà, la réalisatrice qui est une femme, explique qu'il y aurait probablement 97 enfants, avec certitude 97 enfants de ce docteur-là, qu'il aurait inséminé au moins 97 patientes avec son sperme, étant donné que le taux de réussite n'est pas de 100%, il est plutôt de 25%. Il y en a au moins 4 fois plus, il y a eu 4 fois plus d'insémination. Donc il a inséminé au moins 400 fois des femmes avec son sperme pour avoir 97 enfants statistiquement. On apprend également dans le documentaire que c'est un fou dans une secte religieuse qui prône le fait d'avoir beaucoup d'enfants, etc. Ce qui m'intéresse dans ce documentaire, au-delà de ce fait absolument épouvantable et d'un glauque comme pas possible, premièrement c'est la façon dont la réalisatrice l'a fait, Lucie Jourdan. Dans cette histoire-là, on pourrait se dire l'annonce du fait que dans une famille, le père biologique finalement, c'est pas le père, c'est pas l'homme au foyer, et que du coup l'enfant n'est pas né d'un don de sperme anonyme, finalement le père c'est le docteur, ça bouleverse évidemment toute structure familiale. Ça bouleverse l'enfant, ça bouleverse la mère et ça bouleverse le père. Donc on aurait pu s'attendre, comme dans n'importe quel documentaire, à une parole également répartie entre des hommes et des femmes, même si la plupart du temps elle est inégalement répartie aux hommes. Non, dans le documentaire, il y a quasiment que des femmes qui ont la parole, c'est une bonne chose, ça fait longtemps que j'avais pas vu un documentaire comme ça. Sur les 97 enfants, on suppose qu'il y a la moitié de garçons, la moitié de filles, on entend quasiment que les filles parler. Parce que c'est entre autres Jacoba Ballard, la première à s'être aperçue de cette histoire-là, qui est une femme, qui s'en aperçoit. Donc il y a une vraie volonté de donner la parole aux femmes, et même si les pères de famille ont évidemment leur mot à dire par rapport à ça, ils sont souvent là en interview, mais on les entend pas, ce sont souvent les mères qui parlent. Il y a une démarche de donner la parole aux femmes et à ce que ces agressions par ce docteur-là peuvent représenter pour elles, avant tout. Sans nier le fait que c'est un drame pour les hommes et pour les pères, bien évidemment. C'est pas clivant, d'accord. Pardon, c'est pas séparatiste, mais c'est quand même intéressant que la parole soit donnée à des femmes par une femme.
L'autre chose qui est très intéressante dans ce documentaire-là, et pour vous expliquer un petit peu la raison du titre de la vidéo, j'arrive pas à faire apparaître mon doigt, c'est qu'en fait, ce médecin, le docteur, il a travaillé toujours jusqu'en 2018, pardon. Donc, cette affaire-là, elle remonte, hein, elle date, elle n'est pas jeune. Elle est pas jeune du tout, ça fait plus de 10 ans que tout le monde sait ça aux États-Unis, que c'est passé sur la presse, à la télévision. Mais le docteur, il continue à travailler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été condamné dans l'Indiana, mais il a été condamné pour avoir menti à un procureur sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir plus de je sais pas combien d'enfants. Il avait dit effectivement j'ai utilisé mon sperme, mais pas plus d'une dizaine de fois. C'est parce que soi-disant j'avais pas de sperme d'étudiant de médecine et je voulais les aider à avoir des enfants, j'avais ça pour elle. Ça c'était un mensonge. Il a pu être accusé pour mensonge, pour du coup entrave à une enquête judiciaire, mais il n'a pas pu être accusé pour agression sexuelle. On va en parler juste après. Donc voilà, je voulais introduire cette chose-là. Il travaille encore, il n'a jamais fait de prison spécifiquement pour ses actes. Et il a fallu 2018, il a travaillé encore pendant 4 ans, pardon, après l'annonce de cette histoire-là. Il a travaillé encore pendant 4 ans avant qu'il perde enfin son droit d'exercer parce qu'il a pris 1 an de sursis. Bref, une des raisons pour lesquelles il n'a pas été condamné, c'est que la loi qui définit le viol à l'Indiana, c'est celle-ci. C'est une personne qui a l'intention, ou pas l'intention, d'avoir des relations sexuelles avec une personne du sexe opposé, donc déjà, vous voyez, ça ne le détermine qu'entre couples hétérosexuels, avec les contraintes suivantes. L'autre personne est contrainte par la force ou par une menace, ou l'autre personne n'est pas consciente qu'il y a un rapport sexuel, ou 3, la personne n'a pas les capacités mentales pour pouvoir donner son consentement. Et donc, il n'y a rien là-dedans qui détermine une agression sexuelle quand on insémine une femme avec un sperme qui n'est pas le sperme auquel elle s'attendait, parce que vous avez des femmes aussi qui sont venues avec le sperme de leur mari. Et ce docteur, le docteur Klein, il dit d'accord, on va ici inséminer le sperme de votre mari, puis en fait il est allé dans une salle à côté se masturber, récupérer son propre sperme et inséminer la femme. Et ça n'est pas qualifié comme une agression sexuelle dans la loi dans l'Indiana. Et on pourrait se dire, putain, les Américains ils sont quand même vraiment très en retard sur tout. Vous savez, la définition du viol en France, la voilà. Acte de pénétration sexuelle commis sur la victime ou sur l'auteur de l'acte avec violence, contrainte, menace ou surprise. Toute pénétration est visée. La pénétration peut être effectuée par le sexe de l'auteur du viol par ses doigts ou par un objet. Sinon, c'est une agression sexuelle, pardon, mais là-dedans, c'est pas non plus clair qu'inséminer quelqu'un avec un sperme qui n'est pas celui qu'elle pensait utiliser, c'est pas non plus écrit, c'est pas non plus clair. Je pense que dans un tribunal, un avocat mal intentionné qui défendrait un tel violeur pourrait l'aider à s'en sortir parce que c'est pas clairement défini. Et donc, voilà la deuxième chose que je voulais vous dire. Il y a un angle mort, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce documentaire. Et il y a un angle mort qui est très intéressant et sur lequel je pense qu'il faut réfléchir. Déjà, toutes les violences masculines, on pense les connaître parce que ça fait un moment qu'avec les mouvements féministes en France, qui, voilà, quand même, ont un certain nombre d'actions, une vraie visibilité sur les réseaux sociaux, il commence à y avoir des bouquins qui sortent dans le grand public. Donc voilà, ces théories féministes, ça y est, elles sont là, elles sont dans la société. Les gens commencent à vivre avec. Et donc, on a tous l'impression de comprendre ce que c'est que la violence masculine. On demande à un homme, même à certaines femmes, ce que c'est que la violence masculine. Il va dire, c'est les inégalités, c'est le harcèlement, ce sont les violences physiques, les violences sexistes, les violences sexuelles, les viols, etc. Ça, les violences obstétricales, elles sont très bien connues des femmes, elles sont mal connues des hommes. Ça, c'est encore une sous-catégorie de violence obstétricale. Vous voyez, là, ce sont des violences qui vont concerner spécifiquement des femmes qui sont dans un couple avec des troubles de la fertilité, avec des hommes qui vont les inséminer, des trucs extrêmement spécifiques. Mais ça, vous l'avez bien vu dans le documentaire, comme je le dis, n'a pas été qualifié d'agression sexuelle. Ce qui montre qu'il y a encore un angle mort dans les violences masculines faites aux femmes. Il y a encore toute une série de violences qu'on n'a pas encore pu penser parce que la perversité des hommes est trop en avance en fait par rapport à ça. Vous vous rendez compte que cet homme-là a continué à exercer pendant du coup de 2014 à 2018, ça fait quand même 5 années complètes, pendant 5 ans, après que ces faits aient été révélés au grand public. Et il a été massivement défendu par les gens de sa paroisse, par des policiers, par des hommes, par des femmes qui l'ont aidé à tomber enceinte.
Et ça n'a jamais été qualifié de viol. Et c'est pour ça que j'ai envoyé un mail à la réalisatrice. J'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec elle et éventuellement vous proposer une interview, parce que je suis convaincu que c'est pas simplement un fait social, presque un fait divers à part, qu'elle a voulu montrer juste pour faire un documentaire choquant. Je suis absolument certain, même s'il faut jamais faire de procès d'intention ou jamais essayer de deviner l'intention de quelqu'un, mais je suis à peu près certain que derrière il y a une démarche féministe assez forte, qui est de dire attention, la violence masculine, on la connaît pas encore complètement, et il y en a encore des exemples qu'il faut aller détricoter. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas encore de loi contre ce genre de choses-là, ce genre de choses-là n'est officiellement pas illégal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut quelque chose qui marque de façon très 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 franche ce genre d'action-là. Là, il aurait fallu une condamnation vraiment complètement exemplaire. Il aurait fallu, je sais pas, 2 perpétuités à vie pour ce docteur-là, parce qu'il a concrètement violé 97 femmes. La loi ne le reconnaît pas, mais reconnaissons-le, il a violé au moins 97 femmes, certainement beaucoup plus que ça. Et il est toujours libre. Mais voilà, ce qu'il a fait, son acte d'inséminer des femmes avec son propre sperme sans leur dire, n'a pas été considéré comme ni agression sexuelle ni viol, et c'est même pas sûr qu'en France ça aurait été le cas. Ce qu'on apprend dans ce documentaire-là aussi, c'est qu'il y a d'autres docteurs qui sont concernés par cette affaire-là, hommes bien évidemment, autres docteurs hommes, qui inséminent des patientes avec leur propre sperme. Et donc voilà l'angle mort des violences masculines dont je voulais parler à travers ce documentaire. Voilà, j'ai fait court, pour une fois. Voilà, si vous avez l'occasion, vous pouvez voir le documentaire. Rien que pour la visibilité que ça va lui faire à cette réalisatrice. Elles en ont besoin, parce que le marché sur Netflix, il est quand même très difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il faut faire des bons chiffres. Si vous ne faites pas de bons chiffres, vous ne retravaillez pas pour eux. Donc voilà, faisons-lui un petit peu de pub. Bravo pour son travail, même si le sujet est épouvantable. Et prenez soin de vous, et j'espère que vous avez une journée de repos là aujourd'hui. À bientôt.